Alors, je suis professeure en fait à l'université de Louvain en Belgique et spécialiste dans le domaine du développement et de la parentalité. Je travaille en effet avec Madame Nicolas Jack en binôme sur tous les projets liés au burn-out parental. Et avant d'aborder le burn-out parental, en fait, j'ai travaillé de longues années sur la question des enfants dits difficiles, donc qui ont des troubles du comportement, les petites terreurs des cours de récré dont personne ne veut. Et c'est un peu le fruit de tout ce travail que je vais vous partager aujourd'hui. On pourra bien sûr faire le lien avec le burn-out parental, mais j'ai surtout essayé de répondre aux questions qui m'avaient été adressées à propos de ces enfants, qu'on dit insupportables, qu'on dit difficiles, mais je vais vous montrer qu'en fait, la réalité de ces enfants, elle est bien plus complexe et que c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à ce qu'on appellera la pointe de l'iceberg qui est constituée par ces difficultés comportementales. Alors, je vous propose un petit warm-up pour se mettre en jambe parce que c'est le matin. J'espère que vous entendez le son. Si ce n'est pas le cas, on se passera du warm-up, c'est pas très très grave. Donc, dites-moi juste si vous entendez bien. C'est OK. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez en fait cette petite séquence. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vue? Non. En fait, cette petite séquence, c'est une publicité pour les préservatifs. Donc, j'ai pas laissé la fin. Mais en fait, dans cette séquence, ce qui est intéressant, c'est que il y a absolument tout ce qui pose problème dans les difficultés de comportement. C'est, vous avez vu le dépit du parent, le père ici. Vous avez vu la problématique du regard social et la difficulté en fait émotionnelle, par exemple, que ces enfants ont. Et donc, c'est un peu tous ces sujets en fait qu'on va aborder aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que des enfants peuvent en arriver à avoir des comportements aussi extrêmes. Alors, voilà les différentes questions auxquelles on va essayer de répondre ce matin. D'abord, essayer de comprendre et de dire qui ils sont, parce que c'est quoi finalement être un enfant difficile. Répondre à la question de savoir où commence la normalité. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pourquoi ces enfants sont difficiles et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour aider les familles? Pour faire la réponse à ces différentes questions, en fait, je vais m'appuyer, comme je vous l'ai dit, sur des années et des années de recherche au cours desquelles, en fait, on a suivi des enfants qui présentaient des troubles du comportement, qui ont été, en fait, recrutés dans une clinique universitaire bruxelloise. On avait une grande cohorte qu'on a suivie, en fait, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à vers l'âge de 13, 14, 15 ans, selon les cas, donc jusqu'en 2016. Et sur lesquels, alors, un peu plus tard, on a aussi fait des tentatives d'intervention. Alors, l'idée, c'était de voir un peu quand ils viennent à la consultation à 2 ans et demi, 3 ans, en fait, comment ces enfants grandissent. Et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi c'était important de prendre les choses comme ça. Et puis aussi d'avoir un groupe contrôle, donc avec des enfants qui, a priori, n'ont pas ces troubles du comportement, et de pouvoir ensuite comparer. Alors, c'est donc ce groupe clinique et ce groupe contrôle qui nous ont apporté finalement beaucoup d'informations. Ce sont des enfants qu'on a vus 2 fois par an, tous les 6 mois, pendant des années. On les a vus avec leurs parents, on a été les voir dans leur école, et donc on a aussi rencontré de très nombreux enseignants, puisque ces enfants étaient potentiellement avec des enseignants différents chaque année. Et donc ça nous a permis notamment d'avoir des groupes de discussion, des focus group avec des enseignants, et de mieux comprendre les difficultés qui se posent dans les différents contextes qui sont fréquentés par ces enfants. Voilà, donc on pourra revenir plus en détail. On va commencer par d'abord essayer de comprendre qui sont ces enfants, avec quels sont leurs symptômes finalement, et avec quoi les parents viennent à la consultation. Alors, la première chose qui vient dans la demande de consultation, c'est l'agitation. Donc, ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place, qui sont des dévoreurs d'énergie parce que vous avez l'impression qu'en fait, la pile n'est jamais plate, comme les parents disent. Ce sont des enfants qui, à la maison, vont courir, ne savent pas marcher, tournent autour de la table, de la salle à manger, du salon, ont toujours besoin d'être dans une espèce d'activité motrice dont on a l'impression qu'en fait, elle ne s'arrête jamais.
Et donc des enfants qui vont à table gigoter sur leur chaise et qui, en devenant plus grands, vont peut-être un petit peu moins bouger de façon très globale, mais vont garder l'habitude, par exemple, de secouer toujours les genoux sous la table, de systématiquement faire trembler le canapé quand vous êtes assis à côté d'eux, etc., etc. Donc c'est des enfants qui grimpent, qui sont tout le temps dans cette espèce d'activité motrice. Une deuxième caractéristique de ces enfants, c'est l'agressivité. C'est une agressivité qui peut se manifester de façon réactive ou proactive. Alors réactive, ce sont ces enfants qui se sentent très vite agressés par les autres. Donc quelqu'un va passer à côté d'eux, les bousculer un peu, ils ont des réactions immédiates où ils vont se retourner vers l'autre et donc ça amène évidemment beaucoup de conflits et de violence parfois dans les cours de récré, dans la fratrie, parce qu'on a l'impression qu'on est très vite en train de déborder leur espace. Et puis plus inquiétant, c'est des enfants qui parfois vont manifester de l'agressivité proactive, qui est caractérisée par le fait que personne ne leur a rien fait, mais pour une raison qu'on a du mal à identifier, ils vont tout à coup traverser la cour de récréation et aller agresser un enfant qui se demande ce qui lui arrive et qui n'a rien demandé. Et donc là, on ne comprend pas très bien toujours le schéma, ce qui s'est passé dans leur tête. C'est des enfants qui sont très désobéissants, donc des enfants à qui on a beau mettre le cadre, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à respecter des limites et qui vont flirter avec les limites, vont flirter avec le cadre, comme s'ils avaient du mal, en fait, à un moment donné, à internaliser les règles. Et donc, quand un adulte qui a de l'autorité sur eux est présent, bon, les choses se passent à peu près bien. Mais dès qu'eux doivent faire preuve d'un tout petit peu d'autorégulation, c'est-à-dire de s'empêcher de faire des choses quand ils sont seuls, sans surveillance extrême, vont dépasser systématiquement la limite. Et donc, c'est des enfants à qui on a l'impression qu'on ne peut jamais faire confiance. Certains vont même jusqu'à la provocation. Alors la provocation, c'est souvent chez des enfants qui, en plus, ont un très bon niveau intellectuel, parce que pour pouvoir provoquer l'adulte sous la responsabilité de qui on se trouve, il faut être capable d'avoir identifié qu'est-ce qui énerve particulièrement cet adulte et dans quel contexte ça l'énerve le plus. Par exemple, les enfants vont repérer que c'est quand vous avez des invités à la maison que tel type de comportement agace le plus maman, et donc ils vont attendre qu'il y ait ces invités à la maison pour se mettre à avoir ce comportement alors qu'ils ne le font pas d'habitude. Et donc ça, ces comportements de provocation sont assez irritants en fait pour l'environnement. Et on a aussi des comportements d'opposition. C'est de l'opposition qui peut être active avec des enfants qui clairement, quand vous leur demandez quelque chose, vont vous dire non, vont refuser de faire quelque chose, ou des enfants qui sont dans une opposition qui est plus passive. Donc les enfants ne vous disent pas non, donc je sais pas, vous leur dites de ranger leur jeu parce qu'on va passer à table, vous les appelez pour manger, etc. Ils vous disent pas ouvertement qu'ils vont pas le faire, mais vous revenez un quart d'heure après et rien n'a bougé parce qu'ils sont toujours en train de jouer, comme s'ils vous ignoraient un peu. Et donc, ce sont des enfants qui peuvent être vraiment fatigants au quotidien, à qui on doit beaucoup répéter les choses. Ce sont des enfants qui font preuve aussi d'impulsivité, avec deux conséquences. C'est des enfants catastrophes qui vont beaucoup renverser les choses, casser les choses, mais qui vont aussi parfois se mettre en danger parce qu'ils sont incapables de réfléchir avant d'agir. Et donc, ce sont des enfants, par exemple, qui doivent prendre quelque chose sur la table, la bouteille, par exemple, mais qui ne vont pas du tout faire attention à ce qui nécessiterait d'être bougé avant d'atteindre la bouteille. Et donc, ils vont renverser tout ce qu'il y a sur le chemin. Et dans les mises en danger, ce sont des enfants, par exemple, qui vont voir le grand-père dans le jardin et qui ont très envie de faire coucou. Ils vont ouvrir la fenêtre et se mettre sur l'appui de fenêtre dans le but de faire coucou, mais sans aucune appréhension du danger. Et donc, ce sont des enfants, par exemple, que les instituts diront ne pas vouloir prendre la responsabilité de les prendre en sortie scolaire, par exemple, parce que c'est des enfants qu'on ne peut jamais prévoir en fait ce qu'ils vont faire. Ils peuvent partir en courant parce qu'ils ont vu un animal passer ou une mouche voler. Et donc, ils sont terriblement imprévisibles et donc potentiellement dangereux. Alors, la dernière chose, c'est l'instabilité émotionnelle, comme on l'a très bien vu dans la petite vidéo que je vous ai passée. Ce sont des enfants qui sont très intolérants à la frustration, qui font facilement des colères, qui débordent. Et ce qui va caractériser cette instabilité émotionnelle, c'est que il ne faut pas grand-chose pour les faire démarrer. Donc, on a l'impression que la petite étincelle qui fait démarrer la crise, elle ne doit pas nécessairement être très forte. Donc, un petit rien peut donner des grandes conséquences. Et une fois que la crise est lancée, on a du mal à trouver le bouton off et pour arriver à faire descendre en fait l'intensité émotionnelle qui reste en fait très élevée. Et donc, ces colères, elles peuvent être longues, intenses, et on a du mal en fait à calmer le jeu.
Alors, chez les spécialistes, on a l'habitude de désigner tous ces comportements, alors qu'ils ne sont pas tous présents chez tous les enfants difficiles, hein. Parfois, il y a c'est l'un ou l'autre de ces comportements qui est plus saillant. Ils n'ont pas forcément le tableau complet, et heureusement. Mais tous ces comportements appartiennent à la famille de ce qu'on appelle les troubles externalisés, par opposition aux troubles internalisés. Donc, les troubles externalisés sont les troubles qui sont dirigés vers les autres, tandis que les troubles internalisés, comme l'anxiété, la dépression, par exemple, ou les problèmes d'estime de soi, sont des troubles qui sont centrés sur l'individu. Et donc, ici, on a des enfants qui vont donc manifester ces difficultés et qui sont difficiles à vivre parce que toute cette difficulté est dirigée vers leur environnement. Alors, c'est ce qui fait qu'en fait, ces troubles externalisés sont en fait plus visibles chez les jeunes enfants parce qu'en fait, ils sont plus dérangeants. Donc, on sait qu'en pédiatrie, c'est une des demandes qui est les plus récurrentes, ces troubles externalisés, parce qu'en fait, les enfants qui ont des troubles internalisés, ils dérangent moins l'environnement, et donc on va les amener moins souvent à la consultation. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, mais les enfants qui sont un peu en retrait, qui sont trop calmes, qui doutent d'eux, qui sont anxieux, etc., ils font moins de bruit, ils sont moins dérangeants pour les adultes, et donc on les voit moins arriver, en tout cas en bas âge, à la consultation. Alors, est-ce que ça concerne beaucoup d'enfants? Oui. Ça concerne 2 à 6% des enfants en âge d'école maternelle. Alors, ça a l'air peu, et en fait, c'est pas peu, parce que ça représente à peu près un enfant par classe. Et c'est vrai que les enseignants, en général, nous disent, oui, j'en ai au moins un chaque année. Donc, ça représente exactement ce qu'on trouve dans les études de prévalence internationale. On reviendra sur la raison pour laquelle ça peut varier de 2 à 6%. Et l'idée aussi, c'est qu'on repère plus de garçons que de filles. D'ailleurs, dans notre échantillon, on avait 70% d'enfants qui venaient consulter, 70% de garçons qui venaient consulter pour ce type de difficulté, contre seulement 30% de filles. C'est aussi quelque chose sur lequel on pourra revenir, les différences de genre. Alors, à l'échelle de l'Union européenne, si on met ça à l'échelle du nombre d'enfants aujourd'hui, ça représente, si on a 4,8 millions de naissances par an, ça représente au bas mot 84 000 enfants. Et si on prend les estimations à 6%, ça fait 288 000 enfants qui sont concernés en Europe par ces difficultés de comportement. Et c'est très clairement chez nous, en Belgique, mais probablement aussi en France, un des motifs les plus fréquents de consultation chez les pédiatres, dans les services de neuropédiatrie et de pédopsychiatrie. Alors la vraie question, c'est où commence la normalité? Parce que vous allez me dire, en fait, tous ces comportements, l'agitation, l'opposition, la désobéissance, tout ça, c'est quand même très banal chez les petits. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai 5 enfants, ils ont tous été agités, désobéissants, agressifs à leurs heures. Et qu'est-ce qui fait que j'ai pas considéré qu'aucun d'entre eux n'avait des troubles externalisés? Tout ça, c'est évidemment la question de cette normalité et où commence la normalité. Alors, je pense qu'il faut bien avoir en tête que les troubles du comportement, les difficultés de comportement, il s'agit d'un trouble qui est dit relatif et pas absolu. Alors, c'est quoi un trouble absolu? Un trouble absolu, c'est par exemple la trisomie 21. Soit vous avez 3 chromosomes sur la paire 21, soit vous les avez pas. Et donc, vous êtes trisomique ou vous ne l'êtes pas. Vous avez une carie ou vous n'en avez pas. Vous voyez, ça, c'est des troubles qu'on dit absolus. Mais on sait qu'on travaille en psychologie et en psychiatrie avec plein de troubles qui sont dits relatifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils se situent sur un continuum et il y a en fait une norme qui est définie, c'est-à-dire qu'il y a un niveau moyen dans la population. Par exemple, prenons l'agitation. Il y a un niveau moyen d'activation motrice dans la population et ce qu'on appelle une déviation standard. Donc en fait, un cadre autour duquel on va dire que ce sont des variations de la normale. Et comme vous voyez la courbe de population, ça représente en fait la majeure partie des gens. Alors ça, c'est ce qu'on va dire qui est la norme. Tant que vous avez un niveau d'agitation, par exemple, qui va se situer quelque part à l'intérieur de ce cadre vert, on va dire que vous êtes normaux. Si vous avez trop peu d'agitation, donc si vous vous trouvez à gauche de cette norme, on dira de vous que vous êtes un mollasson, que vous n'avez pas d'énergie, comme disent mes grands, que vous avez 2 de tension. Et donc, en fait, vous n'êtes pas bien adapté à votre quotidien parce que il vous manque de l'énergie, en fait, pour faire vos activités. Donc, c'est pas bien non plus. Mais si vous êtes dans le cadre rouge, à droite de la norme, c'est pas bien non plus parce que si vous êtes fort agité, si vous avez une agitation qui est très intense et très très fréquente, eh bien en fait, vous n'êtes pas non plus adapté à votre environnement parce que cette agitation motrice, elle peut vous empêcher de faire vos activités scolaires, de faire vos activités extrascolaires,
d'être en phase avec les demandes des adultes autour de vous, etc. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on conceptualise en fait les difficultés de comportement. C'est quand on est en fait trop loin sur ce continuum. Mais évidemment, ceci a deux implications. Bon, la première, c'est que, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va dire que la limite du cadre vert, elle est là, ou elle est un peu plus avant, ou un peu plus après. Donc ça, c'est des choses évidemment qui sont discutables. Et si on dit la limite, elle est à, je sais pas, un score de 82, ça veut dire que celui qui a 81, il est normal, mais celui qui a 83, il n'est pas normal. Or, celui qui a 81, il est quand même très différent de celui qui a 32 et qui se trouve tout à fait de l'autre côté du cadre vert. Et donc, c'est pas si simple en fait d'établir cette norme. Et la question, c'est aussi, est-ce qu'on va s'occuper que des enfants qui sont dans le cadre rouge, ou bien est-ce que tous ceux qui sont à la limite du cadre vert, ils méritent aussi notre attention? Donc tout ça, c'est des questions qui ne sont pas simples et qui entourent en fait la question du diagnostic. Et on va revenir sur ces questions après. En fait, comment est-ce qu'on pose un diagnostic? En général, il y a un pédopsychiatre, un psychologue par exemple, qui va s'occuper de ça, et il va en général s'entourer de ce qu'on appelle des informateurs, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir finalement nous dire où se situe l'enfant sur ce continuum. Et en général, on va demander à la mère, au père, souvent de le faire de façon indépendante. On va demander à l'enseignant. Nous, par exemple, on allait voir systématiquement les enfants à l'école et potentiellement à d'autres personnes qui connaissent bien l'enfant. Et quand on fait ça, quand on demande à tous ces gens de situer l'enfant sur ce continuum, eh bien, en fait, on va se rendre compte que malheureusement, on a l'impression que tout le monde parle d'un enfant différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir alors le père et la mère qui vous racontent des choses très différentes. Nous, ça nous est arrivé maintes fois d'aller voir l'enfant à l'école et l'enseignant vous dit en fait, je ne comprends pas pourquoi vous venez pour celui-là parce que dans ma classe, j'en ai 3 qui sont bien pires. Ou bien le contraire, hein, les parents viennent parce que l'enseignant leur a dit il faudrait quand même consulter, c'est pas normal. Et ils viennent à la consultation en disant l'enseignant nous dit que l'enfant est difficile à l'école, mais nous, à l'école, à la maison, tout va bien. Et donc, on ne comprend pas pourquoi l'enseignant dit ça. Et nous, comme cliniciens, parfois, on observe l'enfant dans notre cabinet et on a encore un avis qui est différent. Et donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qui dit la vérité? Qui croire? Est-ce qu'il faut croire plutôt les parents parce que quelque part, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant? Ou est-ce que ils ont un rapport affectif avec l'enfant qui est tel que c'est mieux de croire l'enseignant? En fait, ce sont probablement des visions très complémentaires qui nécessitent qu'on s'y prête. Et donc, si on voulait représenter les choses comme ça, qu'en fait, quand on demande à quelqu'un d'évaluer l'enfant, il va le situer là, d'autres vont le situer là, d'autres vont le situer là. Et finalement, on peut avoir vis-à-vis du même enfant une vision qui est relativement différente. Alors pourquoi? La première raison, c'est que d'abord, nous avons les uns et les autres des seuils de tolérance qui sont très différents. Donc, par exemple, si je pose la question de savoir est-ce que vous trouvez que l'enfant bouge beaucoup, alors les gens vont devoir me dire un peu, beaucoup, toute la journée, etc. En fait, qu'est-ce que pour moi ça veut dire bouger beaucoup? Qu'est-ce que pour moi ça veut dire de faire beaucoup de bruit? Alors peut-être que je suis très tolérante, en fait, j'ai un seuil de tolérance qui est très bon, donc je vais pas souvent trouver qu'un enfant bouge beaucoup. Et ça peut être différent. Voilà, mon mari et moi, on n'a pas du tout la même tolérance au bruit, par exemple, que font les enfants. Et donc, lui, parfois, va les trouver très bruyants. Et moi, je dis juste, c'est des gosses qui jouent. Donc, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, voilà, ça, le seuil de tolérance, c'est une des premières raisons pour lesquelles on ne va pas forcément placer le même enfant au même endroit. Une deuxième raison, c'est qu'est-ce que moi je trouve normal chez un enfant à un âge donné. Je suis sûre que si je vous demandais à tous là maintenant de poster dans le chat combien de temps, combien de minutes vous avez l'impression qu'un enfant de 3 ans peut rester occupé à la même activité? Je pense, alors j'ai déjà fait l'expérience en donnant des conférences, il y en a qui vont mettre 2 minutes, il y en a qui vont mettre 15 minutes. Alors évidemment, si vous pensez qu'un enfant à 3 ans, il peut jouer 2 minutes et puis il a besoin de changer d'activité, un enfant qui change d'activité toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, vous allez dire, c'est un enfant tout à fait normal, voire même il est capable de rester 2 fois plus sur une activité que les autres. Mais par contre, si vous pensez qu'un enfant de 3 ans, ça reste 15 minutes sur une activité et que vous avez un enfant qui papillonne toutes les 3 minutes, vous allez dire, punaise, il est hyperactif, il sait se tenir à rien du tout. Et donc ça, quelle est votre norme de référence en fait? Qu'est-ce que vous avez comme point de repère sur le développement des enfants? Et le psychologue, évidemment, lui, il a étudié les normes du développement et donc, a priori, il ne se réfère pas à son expérience, il se réfère à des normes
qui sont scientifiquement établies, mais ça reste des normes statistiques et qui ne veut pas dire qu'elles représentent très bien tous les enfants non plus. Troisième problème, c'est que les parents, les enseignants, le psychologue, ils ne se réfèrent pas au même groupe de comparaison. C'est-à-dire que quand il faut situer l'enfant sur ce continuum, nécessairement, j'ai besoin de le comparer à un groupe de comparaison. Par exemple, si je suis parent et que j'ai un garçon qui court beaucoup à 2 ans et demi, si c'est le troisième d'une fratrie de 3 garçons et ils ont tous beaucoup couru dans la salle à manger, j'ai envie de dire qu'il est juste le même que ses frères aînés. Et donc pour moi, ça paraît tout à fait normal. Mais si par contre, avant, j'ai eu 2 filles qui sont très calmes et qui font du macramé à table et qui peignent toute la journée, ou qui font du violon, évidemment, ce gosse qui court, bah, il n'est pas comme les autres, en fait, parce que moi, je n'ai pas cette expérience avec les autres. Les enseignants, ils ont un groupe de comparaison qui est encore différent parce que c'est les autres enfants de la classe. Et pour avoir fait l'expérience d'aller dans de très nombreuses écoles, bah, le groupe de comparaison, il n'est pas le même en fonction des régions et du niveau socio-économique des régions. Et donc, les enseignants eux-mêmes peuvent avoir des groupes de comparaison très différents, aussi en fonction de leur expérience. Est-ce que ça fait 20 ans qu'ils enseignent ou est-ce qu'ils ont commencé l'année dernière? Voilà, tout ça fait que, et les psychologues ils vont utiliser des normes qui sont mises dans les tests, alors c'est encore un groupe de comparaison qui est différent. Alors par ailleurs, il y a aussi toutes les variations qui sont liées au contexte, c'est-à-dire qu'en fait, un enfant, il n'est pas le même à l'école qu'en famille, comme nous, on n'est pas les mêmes en famille que sur notre lieu de travail, parce que simplement, les demandes qui sont faites à l'école ou en famille, elles ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose de devoir, par exemple, m'ajuster aux autres si je suis dans une école où il y a des classes de 25 élèves versus à la maison où j'ai un seul frère ou sœur, ou voire même je suis enfant unique et donc là, je ne dois pas du tout m'adapter aux autres. Les enfants peuvent montrer des visages qui sont très, très différents. Et une dernière source de variation, c'est lié à la qualité de la relation qu'on va avoir avec le père, la mère, l'enseignant, etc. Et donc, si moi j'ai une très bonne relation avec mon enfant, avec l'enseignant, il n'a pas tout à fait construit des liens de sécurité avec lui, l'enseignant va avoir une vision très différente de l'enfant de ce que moi je peux avoir. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut situer l'enfant à des endroits très différents et ça ne fait pas forcément nos affaires parce que quand on a l'impression qu'on ne parle pas du même enfant, ça ne nous aide pas non plus à poser un diagnostic. Je reviendrai là-dessus parce que, et j'ai pris du temps pour vous expliquer ça, parce que c'est vraiment une notion importante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors il faut aussi bien comprendre qu'une grande source de variation, c'est la culture. En fait, ce qui va sembler normal en France, en Belgique, versus dans d'autres pays, et pas forcément des pays très éloignés, c'est pas forcément la même chose. Alors, je vais prendre un exemple très parlant, mais très éloigné. Et puis je vous prendrai un autre qui est moins parlant, mais aussi qui est plus parlant, qui est aussi parlant, mais qui est moins éloigné. Par exemple, ici, on va considérer qu'un enfant qui, pendant une certaine période, se met à manger beaucoup plus que d'habitude, c'est probablement qu'il fait un pic de croissance ou que simplement, je ne sais pas, il a des besoins qui ont changé. Enfin voilà, ça va être assez banal. Jamais on va aller consulter un psychologue ou un psychiatre parce que notre enfant, depuis une semaine, mange beaucoup. Jamais, ça va jamais nous arriver. Par contre, si vous élevez votre enfant en Afrique subsaharienne, eh bien, vous allez aller voir un guérisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va soupçonner l'enfant d'être habité par un sorcier. Parce que quand ils sont habités par des sorciers, donc accusés de sorcellerie, les enfants mangent beaucoup parce qu'il faut nourrir les esprits qui sont en eux. Et donc, je veux dire, ça a des conséquences. Donc, le filtre culturel à travers lequel le comportement de l'enfant va être lu peut avoir des conséquences très importantes sur la manière dont on va interpréter un comportement donné, selon qu'on trouve qu'il est normatif ou pas normatif. Alors, vous allez me dire, ouais, ces accusations de sorcellerie, ça c'est un exemple un peu extrême, mais il y a des tas d'études qui ont montré que c'est vrai aussi, par exemple, entre les pays européens. Et ce que cette étude de Super a démontré, c'est que, par exemple, l'agitation motrice, pour en revenir là, elle est tout à fait vécue de manière différente. Donc un enfant, par exemple, qui est très agité, qui parle beaucoup, qui interpelle beaucoup les adultes, etc., va être considéré comme un enfant qui est relativement dérangeant aux Pays-Bas, c'est vrai aussi chez nous. Par contre, en Italie, c'est un enfant qui est parfaitement adapté, parce qu'en Italie, un enfant normal, désirable, c'est un enfant qui parle avec tout le monde, qui a une ouverture sociale qui est très importante. Et donc, un enfant qui va être plus en retrait, qui va avoir moins la tchatch, comme on dit, c'est un enfant qui en fait est moins adapté à son environnement social et donc on s'inquiète pour cet enfant. Alors que aux Pays-Bas, comme en Belgique d'ailleurs, on aime autant les enfants qui font pas trop de bruit et qui s'asseyent dans le fond de la classe sans déranger personne. Ceux-là, on va moins les amener à la consultation.
Et donc, vous voyez que ce n'est pas si simple en fait de dire qu'est-ce que c'est qu'un enfant difficile et quand est-ce qu'on doit s'inquiéter, où commence la normalité. Il y a plein de questions qui se posent parce que finalement, le comportement, c'est un subtil équilibre entre tout ce qui caractérise l'enfant, son tempérament, son fonctionnement cognitif, somatique, sa physiologie, etc. Et puis les exigences de l'environnement culturel, les attentes des donneurs de soins, des parents, des enseignants, etc., les contraintes, les demandes qui sont liées à la présence des autres. Et donc, c'est pas si simple, en fait. Et donc, dire qu'un enfant est difficile, on a tout dit ou rien dit, en fait, sur ces questions. Faut aussi être conscient que quand on évalue l'enfant, on utilise des questionnaires, des entretiens, des observations qui peuvent, en fait, donner des résultats qui sont relativement différents et qui sont aussi une source de variation importante. Alors, du coup, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ces enfants? La réponse, vous avez compris, elle n'est pas tout à fait simple. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on s'intéresse beaucoup à ces enfants? C'est en fait l'idée que qu'est-ce qui se passe en fait chez des enfants qui à 2 ans et demi, 3 ans sont amenés à la consultation parce qu'ils sont difficiles. En fait, la vraie inquiétude de ces parents, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que finalement, un enfant à 2 ans et demi, 3 ans, quand il tape, quand il mord, quand il n'obéit pas, quand il est agité, etc., est-ce que ce n'est pas les prémices de comportements plus graves chez les adolescents qui deviennent délinquants, qui commettent des actes antisociaux, qui font du vandalisme, et puis qui finalement, quand on fait rien, deviennent adultes et sont auteurs de comportements criminels, de violence, voire parfois même de terrorisme. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti au moment des attentats, notamment en France, en Belgique, en Europe de manière plus générale. Alors, je vous avoue que quand on a commencé à travailler sur ces questions dans l'équipe clinique et dans l'équipe de recherche, il y avait vraiment deux tendances. Ceux qui disaient, ouais, mais s'ils sont déjà comme ça à 2 ans et demi, qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être grands? Et on a plein de parents qui s'inquiètent exactement de la même chose. Et puis d'autres qui disaient, oui, mais attendez, à 2 ans et demi, 3 ans, le développement, il n'est pas arrivé à maturation. Donc ces enfants, ils vont encore faire d'énormes progrès sur le plan de leur capacité d'impulsivité, d'inhibition, leur relation avec les autres, leur développement de sécurité, etc. Et donc, il faut quand même leur donner la chance de grandir et pas les condamner d'emblée comme s'ils allaient être de futurs délinquants. Alors, vous êtes en France et peut-être que vous avez eu connaissance de ce collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans. C'est tous des gens qui sont inquiétés de cette vision un peu déterministe que quand un enfant est difficile à 3 ans, il est forcément un délinquant demain. Et donc, la vraie difficulté, c'est quand on repère des comportements comme ça chez les petits, est-ce qu'il faut les étiqueter, les épingler parce que le risque, c'est évidemment qu'on leur colle une étiquette qui ne va plus jamais les quitter. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, alors, la prophétie, elle se réalise. Parce que si vous dites à un enfant, si vous dites d'un enfant de 3 ans, c'est potentiellement un futur délinquant pour demain, et donc la société doit se prémunir des risques qu'il fait potentiellement courir à ses congénères, à la société tout entière. Et donc, c'est les politiques très sécuritaires qu'on a connues, qui avaient été proposées notamment par Nicolas Sarkozy. Évidemment, le danger, c'est que plus personne veut de ces enfants. Quand vous essayez de les inscrire dans une bonne école, le fait qu'ils aient cette étiquette, on ne les veut pas. C'est des enfants qu'on ne va pas inviter aux anniversaires des autres. C'est des enfants qui ne vont pas avoir accès à des centres de loisirs, etc. Et donc, finalement, la prophétie se réalise parce que comme ils n'ont pas les mêmes chances que les autres d'accéder aux bons environnements de développement, finalement, c'est des enfants qu'on met de côté et qui, du coup, oui, ont des comportements qui continuent de se développer. Donc, c'est une vraie question. Le problème, c'est que, évidemment, ces politiques sécuritaires, elles s'appuient sur des études rétrospectives. Ça veut dire qu'en fait, on prend des enfants qui ont été placés quand ils sont adolescents ou des adultes qui ont été arrêtés par la police, etc. Et en fait, on va regarder dans le passé, est-ce que c'était des enfants qui avaient déjà des troubles du comportement quand ils étaient jeunes? Et quand on fait ces études rétrospectives, sans surprise, très souvent, on se rend compte que oui, c'est déjà des adolescents, des adultes qui avaient des problèmes quand ils étaient jeunes. Et donc, on a tendance à se dire, oui, mais si on avait fait quelque chose quand ils étaient petits, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est pas faux, mais il ne faut pas oublier que dans ces études rétrospectives, en fait, on n'arrive pas à cibler tous ceux qui étaient difficiles à 3 ans et qui se sont normalisés. Et donc, en fait, on ne va jamais les trouver dans des centres de placement ou en prison ou dans des dossiers de police. Parce qu'en fait, ils se sont complètement volatilisés dans la population normale parce qu'on a perdu leurs traces, ils sont juste devenus des gens comme tout le monde.
Et donc, pour pouvoir avoir une idée de comment évolue un enfant réellement et chez combien d'enfants deviennent vraiment problématiques quand ils grandissent, il faut faire ce qu'on appelle des études prospectives. Et pour faire ça, c'est ce qu'on a fait dans notre projet, c'est en fait prendre les enfants à 2-3 ans et puis suivre leur comportement au fil du temps et regarder comment ce comportement évolue. Alors quand on fait ça, quand on suit des enfants, on se rend compte qu'en moyenne, quand on fait rien, le comportement il reste assez stable. C'est-à-dire qu'un enfant qui est agité à 3 ans, il reste relativement agité aussi dans la suite de son développement. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire qu'il va toujours continuer à courir autour de la table du salon, mais comme je vous ai dit, quand ils deviennent plus grands, ils n'arrêtent pas de bouger les pieds, les mains. Voilà, c'est une autre forme d'agitation, mais ils restent par rapport aux autres relativement agités. Évidemment, si ça c'est une courbe moyenne statistique quand on regarde sur l'ensemble de l'échantillon, mais ça veut dire aussi que les enfants ne suivent pas tous la même trajectoire, évidemment. La courbe moyenne, elle est le résultat moyen d'enfants qui vont mieux, d'enfants qui vont moins bien et d'enfants qui restent stables. Et donc, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre qui sont ceux qui gardent des troubles du comportement et en particulier qui sont ceux qui vont se détériorer avec le temps. Et ça, c'est une question évidemment cruciale parce que quand on regarde les enfants qui se détériorent avec le temps, ça c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus, on va se rendre compte que qu'est-ce qui fait qu'ils étaient différents des autres? Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient différents des autres? C'est qu'en fait, tout le monde était d'accord de les mettre dans le fameux cadre rouge. C'est-à-dire que pour eux, en fait, il n'y avait pas de différence d'avis entre les professionnels, le père, la mère, l'enseignant. Tout le monde disait déjà à 3 ans, punaise, c'est vraiment la galère partout. Qu'on prenne cet enfant à l'école, qu'on prenne cet enfant en famille, qu'on le regarde dans un cabinet, qu'il ait une bonne relation avec l'adulte qui l'évalue ou pas une bonne relation, qu'on lui fasse des demandes ciblées, adéquates ou pas, cet enfant dysfonctionne. Et donc, c'est comme si c'était des enfants qui, en fait, n'ont pas de ressources pour arriver à s'ajuster aux demandes de l'environnement, quel que soit l'environnement. Et ça, c'est une situation très différente d'enfants pour qui au moins une des personnes disait « Ah non, ici ça va ». Et donc, c'est toujours rassurant quand on a par exemple un enseignant qui dit « Ok, les parents signalent des difficultés, mais à l'école, ça se passe plutôt bien ». Ou quand on a des parents qui disent « L'enseignant dit que c'est catastrophique à l'école, mais à la maison, ça se passe plutôt bien ». Ça, c'est vraiment rassurant parce que ça veut dire que l'enfant, il a au moins un environnement dans lequel il arrive à fonctionner. Alors, il n'arrive pas encore à le faire dans tous les environnements, mais ça veut dire qu'il a des ressources. Et il y a des raisons pour lesquelles il n'arrive pas encore à utiliser ses ressources partout, mais cet enfant a des ressources. Les enfants qui vont vraiment nous inquiéter, c'est les enfants qui ont l'air d'avoir pas de ressources pour fonctionner où que ce soit. Et ces enfants-là, eh bien, en fait, on va se rendre compte qu'ils grandissent pas bien, et on peut même montrer que ça les poursuit jusqu'à l'adolescence, puisque on peut clairement faire la différence entre des enfants pour qui tout le monde avait dit que c'était la catastrophe et des enfants pour qui une partie seulement des personnes qui les avaient évalués avaient dit que c'était la catastrophe. Et ça reste vrai, même quand ils deviennent adolescents. Et donc, c'est très intéressant d'avoir en tête cette chose-là parce que ça permet aux professionnels, par exemple, de pouvoir avoir une petite clé d'attention et de se dire, au plus les gens qui les observent, les parents, les enseignants, les éducateurs, etc., vont dire tous qu'il y a une vraie difficulté, au plus on va devoir être attentif à ces enfants parce que ce sont eux qui ont la plus grande probabilité d'avoir une évolution, un développement qui est problématique dans le temps. Par contre, les autres qui semblent avoir des ressources dans au moins un environnement, eh bien l'idée, ça va plutôt être de capitaliser sur ces ressources et de voir comment on peut aider l'enfant à utiliser mieux ses ressources dans les autres environnements où il n'arrive pas encore à le faire. Alors, autre question, c'est maintenant pourquoi ces enfants sont difficiles. Parce que si vous avez déjà observé des familles, eh bien parfois les gens, ils ont 3, 4 enfants et il y en a un seul qui est vraiment difficile. Et donc, c'est un peu un raccourci de se dire, en fait, ce gamin est mal élevé, parce que pourquoi lui et pourquoi pas les 3 autres, en fait, dans la fratrie Et donc, en fait, je vous invite à considérer que le comportement, c'est la pointe d'un iceberg. Ce n'est qu'un révélateur. Et en fait, pour bien comprendre pourquoi le comportement déraille, il faut aller voir sous la pointe de l'iceberg quels sont les facteurs qui sont contributifs. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être contributifs, des facteurs qui sont affectifs, cognitifs, langagiers,
et éducatif. Alors, les facteurs de risque qui sont associés au comportement, le comportement, donc c'est qu'un symptôme. Quand on a dit qu'un enfant est difficile, on n'a encore rien compris. Qu'est-ce qui se cache sous la pointe de l'iceberg? Alors, il y a des aspects de personnalité, de tempérament, mais là-dessus, on peut difficilement agir. On a des enfants qui, depuis qu'ils sont tout bébés, en fait, sont plus irritables, pleurent plus, ont des tempéraments plus difficiles, bien sûr. Mais là-dessous, il y a aussi parfois des facteurs langagiers auxquels on ne pense pas. Donc des enfants qui... Alors les parents ne vont pas du tout vous les amener à la consultation en disant qu'ils ne parlent pas bien, hein, pas du tout. Mais on va se rendre compte en examinant ces enfants qu'en fait, il y a un retard de langage, soit réceptif, soit productif, avec des enfants qui, par exemple, ne comprennent pas bien quand on leur parle, donc captent des mots-clés mais sans comprendre bien le sens de ce qu'on leur dit, donc en fait, ils ont du mal à comprendre les consignes, ou ils ont autour d'eux des parents qui utilisent un langage qui est encore un peu compliqué par rapport à leur degré de compréhension, et donc ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut. Et sur le plan productif, sont des enfants qui vont être très frustrés parce qu'ils voudraient exprimer des désirs particuliers, négocier avec l'adulte, par exemple pour un dessert ou que sais-je, et n'ont pas le niveau langagier pour le faire. Et donc ça génère beaucoup de frustration. Et on sait bien qu'une fois que les problèmes langagiers sont résolus, en général le comportement s'améliore. Mais ça va concerner à peu près 25% des enfants qui ont des troubles du comportement, alors que ces troubles langagiers n'avaient pas du tout été signalés. Donc ça vaut toujours la peine d'aller regarder le niveau de langage. C'est aussi des enfants qui ont des difficultés sur le plan cognitif, alors pas des retards de développement, mais des retards dans la maturation de ce qu'on appelle la zone frontale. Donc la zone frontale, c'est la partie du cerveau que vous avez derrière le front, comme son nom l'indique, et qui va en fait être responsable de vos capacités, par exemple, d'inhibition. Tout à l'heure, on a dit un des symptômes, c'est l'impulsivité, c'est le fait que c'est des enfants catastrophes qui se mettent en danger, qui sont imprévisibles, etc. Tout ça, ça dépend de la zone frontale du cerveau, de ce qu'on appelle le fonctionnement exécutif. Et on sait que cette zone frontale, elle a un pic de maturation entre l'âge de 2 et de 7 ans. Et chez certains enfants, ce pic de maturation, il est plus lent, il est un peu en retard, il est un peu plus problématique. Et donc, on a des variations de la normale autour de ça, avec des enfants qui vont avoir besoin d'être stimulés pour que ce pic de maturation se passe bien et pour gagner des compétences en fonctionnement exécutif. Et donc, gagner des capacités d'inhibition motrices et cognitives qui vont leur permettre, par exemple, comme on disait tout à l'heure, de réfléchir avant d'agir et d'avoir cette capacité d'avoir ce petit stop mental qui dit à l'enfant, ouais, peut-être pense-y à 2 fois avant de faire ça. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut tout à fait entraîner. Après, il y a les facteurs éducatifs. Effectivement, il y a des enfants qui n'ont pas reçu ou qui ne reçoivent pas le cadre éducatif dont ils ont besoin. Alors, je dis bien dont ils ont besoin parce que parfois, ce n'est pas un problème que les parents ne les éduquent pas bien, hein, il faut se méfier des aspects normatifs. Mais il y a des enfants qui ont besoin de plus de cadre que les autres. Moi, je compare ces petits enfants à des petites balles magiques. Vous savez, ces petites balles qui rebondissent dans tous les sens. En fait, quand vous avez une petite balle magique, si vous avez une balle qui rebondit fort, parce que si vous avez déjà utilisé plusieurs balles magiques, elles n'ont pas toutes la même taille, la même forme, la même matière, la même densité. Et en fonction de ces caractéristiques, les petites balles, elles vont plus ou moins rebondir fort. Si vous avez une petite balle qui rebondit très fort et que vous voulez éviter qu'elle fasse des dégâts partout et qu'elle se fasse mal, qu'elle s'abîme, il va falloir la faire rebondir dans un espace qui est plus restreint, plus contenu. Donc un cadre qui est plus, ou une petite caisse par exemple, qui est plus contenante. Par contre, si vous avez une balle qui, somme toute, on ne s'agite pas trop quand vous la lancez, vous pouvez vous permettre d'avoir un cadre qui est un peu plus large. Donc il y a des enfants qui ont vraiment besoin qu'on les cadre, qu'on leur donne des repères éducatifs qui sont très importants et qu'on leur rappelle souvent et qu'on soit là pour maintenir le cadre. Alors ce cadre, il est très important parce qu'il sécurise l'enfant, mais il sécurise aussi l'environnement et il sécurise sur le plan physique et affectif, émotionnel. Et donc, c'est très important de le remettre. Mais il y a des parents qui ne vont pas forcément s'apercevoir que, parce que l'aîné, par exemple, avait besoin de moins de cadres, mais le deuxième, il a besoin de plus de cadres, et les parents n'arrivent pas toujours à s'adapter à ça. Et certains parents ont aussi des valeurs qui, en somme toute, sont des très belles valeurs. Par exemple, de dire, moi, je veux laisser beaucoup d'autonomie à l'enfant, je n'ai pas envie d'être le parent qui castre, je n'ai pas envie d'être le parent qui est toujours derrière, qui impose, etc. C'est des très belles valeurs éducatives, surtout à notre époque, mais il y a des enfants qui ne vont pas pouvoir jouer avec ces valeurs éducatives et qui vont avoir besoin d'un adulte qui soit plus solide en fait à côté d'eux. Et donc ça peut clairement jouer.
Alors, il y a des facteurs aussi affectifs. On sait qu'un enfant qui est sécurisé sur le plan affectif, bah, il va avoir moins de problèmes de comportement. Et on voit ça, par exemple, si vous avez des enfants difficiles qui sont tout le temps en train de vous solliciter. Spécialement, par exemple, si vous vous mettez à parler à quelqu'un d'autre. Donc, des mamans vont nous dire, ouais, mais moi, il suffit que je sois au téléphone et cet enfant, il vient 14 fois s'accrocher à ma jambe, solliciter, etc. Et donc, ce sont des enfants qui sont très fatigants parce qu'ils ne vous laissent pas un quart d'heure de répit. Et souvent, ça cache une insécurité affective avec des enfants qui ont en fait peur qu'on les oublie, qui ont tout le temps besoin de rappeler qu'ils sont là. Et donc ça, c'est tout à fait une autre origine. Et on peut évidemment imaginer que ces différents facteurs cohabitent. Alors, effectivement, ces facteurs cohabitent parce que ils interagissent entre eux, le niveau langagier, le niveau cognitif, les aspects affectifs, éducatifs, tout ça, c'est des choses qui sont liées les unes aux autres. Et chez beaucoup de ces enfants, ben, on va les retrouver quelque part là au milieu. Et donc, on a cette hypothèse cumulative de dire, en fait, plus les enfants vont cumuler des difficultés, donc par exemple, imaginez qu'un enfant, il a un petit peu un retard langagier, un petit peu en retard de maturation dans les fonctions exécutives, et en plus les parents ne cadrent pas beaucoup, ben, on a finalement un certain nombre de facteurs de risque qui vont s'accumuler. Et vous voyez sur ce petit schéma qu'en fait, chez beaucoup d'enfants, bah, il y a 0 facteur de risque, mais quand il y a un facteur de risque, 2 facteurs de risque, bah, finalement, le comportement ne va pas tellement dérailler. Mais dès le moment où l'enfant va cumuler 3 facteurs de risque, 4 facteurs de risque, eh bien là, on voit en fait les problèmes de comportement qui vont flamber. Et donc ça c'est très visible quand on fait la différence entre le groupe clinique et le groupe contrôle. Donc le groupe clinique, c'est celui qui est venu consulter pour les problèmes de comportement. Le groupe contrôle, c'est les enfants qu'on est allé voir dans des écoles qui n'avaient pas de difficultés particulières. Eh bien, on voit en fait ce qui caractérise la différence entre les deux, c'est que dans le groupe clinique, en fait, on a une majorité d'enfants qui cumulent plus que 3 risques et qui donc vont avoir une probabilité d'avoir des difficultés de comportement qui sont très très importantes. Et donc, on a des enfants qui vont avoir, donc, comme je disais, des parents qui cadrent peu, un langage un peu en retard, un fonctionnement exécutif qui n'est pas tout à fait mature. Et dès qu'en fait, on va cumuler 3 facteurs de risque comme ça, ben, voilà, notre petit exemple de Jade, ben, c'est qu'elle va présenter des difficultés de comportement. Chez d'autres enfants, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle une espèce de cascade développementale. Comment comprendre ça? C'est l'idée qu'en fait, vous pourriez avoir au début du développement, bah, je ne sais pas, une petite insécurité affective, hein, imaginons ça, petite insécurité affective. Et le fait d'être en insécurité affective bah, fait que vous êtes un enfant qui déborde. Et donc, vos parents, ils ont un peu du mal à mettre du cadre. Et quand vous arrivez à l'école, bah, comme vous n'avez pas beaucoup de cadre et que vous avez besoin de vous sécuriser, bah, vous avez des relations avec les autres qui sont compliquées. Et ces difficultés sociales, bah, finalement, elles vous amènent à être épinglé comme un comportement, comme un enfant avec des comportements difficiles. Mais le point de départ, ça peut être des facteurs éducatifs qui, au fil du temps, entraînent d'autres difficultés, qui se compliquent, etc. Et on peut voir ainsi que l'histoire des troubles du comportement chez l'enfant, bah, elle peut être activée par différents types de facteurs qui en amènent d'autres, parce qu'en fait, ça crée des espèces de cercles vicieux qui finalement, alors je vais prendre un exemple ici, vous avez un enfant, imaginons Arthur, qui avait des capacités d'inhibition qui n'étaient pas très très bonnes, donc c'est un enfant qui faisait beaucoup de catastrophes, qui se met en danger, qui bouscule les autres, etc., etc. Et bah, du coup, les parents se sont mis à beaucoup se fâcher sur lui, à avoir des pratiques qui sont très punitives, etc., dont on sait qu'elles ne sont pas très bonnes pour le développement. Cet enfant, finalement, il est stigmatisé sur le plan social et il finit par avoir des troubles du comportement externalisés qui vont se manifester par des troubles attentionnels qui sont liés à son problème de fonctionnement exécutif, qui amènent des problèmes d'apprentissage à cause des fonctionnements exécutifs, mais aussi parce qu'il est stigmatisé, donc il n'est pas bien à l'école. Il finit par harceler les autres, par décrocher, et puis potentiellement par avoir des problèmes de délinquance. Et donc on pourrait raconter plein d'histoires différentes à partir de plein de facteurs différents qui vont amener en fait des profils un petit peu différents, mais simplement les cascades développementales qui vont se mettre en place chez un enfant, chez un autre, vont être assez différentes à chaque fois. Et donc l'origine peut être différente chez un enfant, chez un autre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces enfants? Alors bien sûr, si on part de là, ben, on se dit il ne faut pas agir sur le comportement, mais plutôt sur ce qui est sous la pointe de l'iceberg, et donc sur tous ces facteurs de risque. Et donc, une fois qu'on les a identifiés, qu'on sait ce qui est à l'œuvre chez un enfant versus chez un autre, puisque vous avez vu que
Ça peut être des choses qui sont très différentes d'un enfant à l'autre. Hein. Ils ont l'air de tous se ressembler parce qu'ils sont tous insupportables et tous difficiles. Mais il faut toujours aller chercher sur la pointe de l'iceberg, sous la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui est spécifique à un enfant, qu'est-ce qui est en jeu chez lui à un moment donné. Et donc, si on repère évidemment qu'il y a des difficultés cognitives, on va stimuler le fonctionnement exécutif, on va entraîner l'inhibition. Alors, on a plein de moyens de le faire, les psychologues connaissent ça très bien. On peut aussi stimuler ce qu'on appelle la cognition sociale, qui est une autre source de difficulté. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas bien à traiter l'information sociale, qui par exemple décodent pas très bien ce qui se passe dans les groupes, et donc ont par exemple tendance à faire ce qu'on appelle des attributions hostiles, avoir l'impression que tout le monde leur en veut et que toute action d'autrui est dirigée contre eux, et donc ils ont des réactions très agressives. Ce sont aussi des choses qu'on peut facilement travailler. Si on repère qu'il y a des difficultés langagières, ben on peut soutenir le développement du langage, et notamment on peut le faire en aidant dans les interactions verbales les parents, les enseignants à adapter leur niveau langagier pour aider ces enfants en fait à améliorer leur niveau de compréhension et leur niveau de production, et en tout cas s'adapter au niveau de l'enfant pour ne pas adresser des demandes qui sont incompréhensibles. Quand il y a des difficultés sur le plan éducatif, bah, on va soutenir la parentalité, on va proposer des choses qui permettent en tout cas de diminuer le risque d'avoir des comportements coercitifs avec l'enfant, et soutenir aussi le fait d'imposer un cadre, parce que dans la parentalité positive, on retient souvent la bienveillance, mais la parentalité positive, c'est bienveillance et fermeté, et c'est très important d'aider les parents à savoir comment mettre du cadre de manière adéquate avec ce type d'enfant qui est particulièrement difficile à manager au jour le jour. Et si on voit qu'il y a des problèmes affectifs, on peut bien entendu travailler sur la sécurité d'attachement et le sentiment de sécurité que les enfants ont en famille, à l'école, avec les autres, etc. Évidemment, comme je vous ai dit que les enfants, souvent, ils cumulent plusieurs facteurs de risque. L'idée, c'est que on va pas toujours pouvoir attaquer tout à la fois, parce que quand on fait l'examen de l'enfant ou quand on observe l'enfant, on va se rendre compte qu'il a des difficultés langagières, éducatives, cognitives, etc., comme dans les exemples que j'ai montrés. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas exposer un enfant de 2 ans et demi, 3 ans ou de 5 ans à de multiples prises en charge. C'est pas bon et c'est impossible. Et donc, il va nécessairement falloir choisir comment on va adresser ces difficultés. Et donc là, on peut avoir un certain nombre de points de repère pour savoir, en fait, est-ce qu'on va commencer plutôt par les facteurs cognitifs, par les facteurs éducatifs, en fait, par où est-ce qu'on prend le problème pour essayer de démêler les cercles vicieux et d'essayer d'installer des cercles vertueux. D'abord, la première chose, c'est qu'on va essayer de se focaliser sur des facteurs qui sont le mieux appropriés à l'âge de développement. Je vous donne un exemple. On sait par exemple qu'il y a un pic de développement des fonctions exécutives entre l'âge de 2 et de 7 ans. Bah, si on repère un enfant qui a des difficultés d'impulsivité, d'inhibition, etc., et que cet enfant est âgé de 3-4 ans, franchement, c'est une très bonne fenêtre de développement pour travailler ces problématiques parce qu'on est dans ce qu'on appelle la zone sensible. Et donc, c'est une très bonne indication, en fait, de travailler ça avec les enfants à cet âge-là. Par contre, si on a un enfant de 9 ans, ben, on sait bien que l'efficacité de ce travail va être un peu moins bonne, donc peut-être que ce n'est pas tout à fait le meilleur choix. Ensuite, on va s'attaquer à des facteurs qui sont malléables et contrôlables. Par exemple, je disais tout à l'heure, il y a des facteurs de tempérament qui peuvent être à l'œuvre. Ben, on sait que le tempérament, c'est pas du tout malléable. On peut pas changer les facteurs de personnalité, donc ça sert à rien de faire des longues thérapies qui vont adresser ces difficultés. Par ailleurs, c'est pas parce qu'un facteur est malléable qu'on a le contrôle dessus. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vous dire, OK, les pratiques parentales, elles sont pas top, mais les parents sont actuellement pas du tout coopérants parce que ils voient pas pourquoi eux devraient être pris en charge alors que c'est l'enfant qui a des problèmes. Dans ce cas-là, ben oui, c'est un facteur malléable, mais vous n'avez pas la coopération des parents et donc vous n'allez pas vous acharner à essayer de travailler ces aspects éducatifs, en tout cas en premier lieu, parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Ensuite, on va toujours choisir les facteurs qui ont l'effet le plus direct, le plus proximal. Alors, vous pouvez par exemple vous dire que bah, les conflits entre les parents sont un facteur qui joue énormément. Mais si l'enfant a des difficultés d'inhibition, à choisir, j'irai d'abord m'intéresser aux facteurs d'inhibition parce qu'on sait bien que vis-à-vis du comportement, l'inhibition va avoir un effet plus direct que les problématiques parentales ou de conflits parentaux qui sont certes importantes, mais qui ont un effet plutôt indirect sur les comportements de l'enfant. On va choisir aussi les facteurs qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice. Ça veut dire quoi? Ben, si par exemple vous avez des difficultés d'attachement, pratique éducative, inhibition,
de ces 3 facteurs, ben, on sait bien que l'insécurité d'attachement nécessite une thérapie qui est beaucoup plus longue et plus complexe que de résoudre des problématiques éducatives ou des problématiques d'inhibition qui vont s'améliorer, pas se résoudre, mais s'améliorer en un nombre de séances et avec des efforts thérapeutiques qui sont beaucoup moins grands. Et donc, en général, on va essayer d'installer des changements rapides en passant d'abord par des facteurs qui sont plus faciles à adresser et qui ont un meilleur rapport coût-bénéfice. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais travailler l'insécurité d'attachement, mais on va le faire un peu plus tard pour ne pas tout vouloir faire en même temps, parce que ça, c'est pas possible. Et à la fin, on sait plus ce qui a été efficace et ce qui n'a pas joué. Par ailleurs, dans les facteurs qu'on va repérer, il y en a qui ont des effets dominos, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas toujours obligé de soigner tous les facteurs en jeu, parce que parfois, le fait d'activer un facteur va en activer d'autres sans qu'on y ait touché. Je donne un petit exemple. Si vous résolvez des problèmes d'inhibition et que l'enfant devient moins maladroit, se met moins en danger, a des meilleurs réflexes quand il interagit avec les objets, mais aussi avec les autres, parce qu'il est moins dans cette impulsivité et dans cette caractéristique qui fait qu'il est imprévisible, eh bien, en fait, les pratiques éducatives, elles vont s'améliorer de facto parce que l'enfant, il est juste moins difficile au quotidien. Et donc, vous n'aurez pas forcément besoin de faire un accompagnement parental derrière parce qu'il y a plein de choses qui vont se résoudre par elles-mêmes, rien que par le fait que vous avez amélioré l'inhibition. Et donc, il ne faut pas vouloir faire tout en même temps. Il faut s'imaginer que la prise en charge de ces enfants, ça doit être comme des dominos. On adresse un facteur de risque à la fois, et puis on évalue quel a été l'effet par ricochet, par cascade développementale, de l'amélioration de ce facteur sur les autres. Et puis après seulement, on voit si on doit poursuivre avec d'autres facteurs. Et donc, il y a différents types de facteurs parentaux et cognitifs qu'on peut adresser, bien sûr, mais ça vaut toujours la peine de se poser la question de savoir par où on commence, par où est-ce qu'on commence à tirer le fil. Une autre question importante, c'est que dans nos études, on a montré qu'en fait, on pouvait intervenir via l'enfant. Par exemple, si vous travaillez l'inhibition, la cognition sociale, vous allez prendre l'enfant en thérapie, pas les parents. Et à l'inverse, si vous travaillez les pratiques éducatives, le sentiment de compétence parentale, etc., vous allez plutôt intervenir du côté des parents, parfois même sans voir l'enfant. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est plus efficace de travailler d'abord avec l'enfant ou d'abord avec les parents? Et en fait, nos études, elles ont montré que les deux sont très efficaces. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que clairement, il y a des situations où l'enfant n'est pas disponible pour travailler. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de travailler avec ces enfants et sur 3/4 d'heure de séance, je passe une demi-heure à essayer de les faire s'asseoir sur une chaise parce qu'ils boudent en dessous du bureau. Ils sont dans l'opposition, ils sont dans la provocation, donc j'arrive pas à les faire asseoir. Et donc, je milite pendant 2/3 de la consultation pour essayer de faire quelque chose. En fait, je perds mon temps, ça ne sert à rien. Du coup, si les parents sont disponibles, bah, je peux commencer à travailler avec les parents, vous voyez, sur un autre type de facteur. Et ça sera efficace. Dans d'autres familles, c'est l'inverse. On peut travailler avec l'enfant, mais les parents ne sont pas dispo. D'abord, soit parce que vraiment, ils ont des indisponibilités d'agenda, soit parce que, bah, comme je disais, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi c'est eux qui sont pris en charge alors que c'est l'enfant qui a des difficultés, ils n'ont pas envie d'être stigmatisés, ou ils sont en conflit de couple et donc ils ont autre chose à gérer pour l'instant. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on va d'abord prendre l'enfant en charge, et puis qui sait, dans les semaines à venir, il y aura des opportunités qui vont se mettre aussi avec le parent. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours plusieurs leviers d'action pour aider ces familles en tant que professionnels. Et en tant que parents, c'est aussi très rassurant parce que ça veut dire que du côté pro, on peut trouver des réponses à différents types de niveaux. Et donc, je voudrais terminer avec une série d'idées clés à retenir. Premièrement, c'est que les difficultés de comportement chez l'enfant, donc quand on dit qu'un enfant est insupportable, difficile, etc., toujours se rappeler qu'en fait, c'est une réalité qui est extrêmement complexe, que c'est un trouble relatif qui est relativement fréquent et que donc c'est pas si simple de savoir où commence la normalité, que la question de savoir est-ce que les gens qui observent l'enfant ont tous le même avis ou des avis qui divergent est une question cruciale et très importante, et que parfois on a l'impression qu'on ne parle pas tous du même enfant, mais en général c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on l'a vu, hein, ça veut dire que certains enfants arrivent à fonctionner à certains endroits et pas à d'autres, et c'est plutôt de bon augure, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour leur développement futur. Alors on reste attentif à ces enfants, mais on sait que ce n'est pas les enfants qui sont les plus en danger finalement dans leur développement. La prévention, elle doit surtout se focaliser sur les enfants qui ne fonctionnent bien nulle part.
Pour les autres, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est comprendre les contextes dans lesquels ils arrivent à utiliser leurs ressources et essayer de généraliser ce qu'ils arrivent à faire dans un contexte, dans d'autres contextes. Et donc, ça nécessite que les gens se parlent. Les enseignants doivent parler aux parents, inversement, etc., pour s'échanger les bonnes pratiques, les bonnes idées qui permettent à l'enfant de bien fonctionner partout. Donc, il y a des facteurs de risque divers, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'intéresser à l'histoire développementale de l'enfant, jamais considérer, comme beaucoup le pensent, que quand un enfant est difficile, c'est juste parce que les parents l'ont mal élevé. C'est évidemment un raccourci qui est pas juste. Et en général, il y a toujours plusieurs facteurs de risque qui sont en jeu. On a vu qu'ils se cumulent et il y a toujours une histoire développementale derrière qu'il faut aller chercher parce que sans ça, on ne sait pas comment faire la prise en charge. Et cette prise en charge, elle est souvent multidisciplinaire puisqu'il y a plusieurs facteurs en jeu, mais pas vouloir tout commencer en même temps parce que ça sert à rien. Ça épuise les parents, ça épuise les enfants, ça épuise les professionnels et puis on ne sait pas du coup qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui l'est pas. Il faut vraiment aller chercher ces effets dominos, avoir une palette thérapeutique et aller chercher, ne pas penser que parce qu'on fait 2 thérapies, c'est une thérapie plus une, c'est 2 fois l'efficacité. Et ça, c'est complètement une vision erronée. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, il y a 3 ouvrages qui sont destinés aux professionnels, qui sont les 3 qui sont au-dessus, sur la compréhension de ces difficultés, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on prend en charge. Et puis, le livre qui est en dessous, qui est plutôt un livre grand public, qui va donc expliquer aux parents, aux professionnels de première ligne, aux enseignants, etc., de quoi on parle quand on dit voilà, qu'un enfant est un